Donc, rebonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de la conférence labellisée avec la CSMD pour partager avec vous nos réflexions sur vers quel modèle d'entreprise et comment réinventer la relation grande entreprise prestataire comme levier du développement du Maroc. Donc, c'est une conférence auquel je demande juste de revérifier certaines personnes de se mettre en mute tant qu'elles ne sont pas invitées à intervenir pour un bon confort pendant la conférence. Et puis, j'invite également les personnes qui sont intéressées à envoyer leurs questions ou interactions sur le mail qui est inscrit ci-dessous, theafricanprocurementleaders@gmail.com. Voilà, donc je rappelle le contexte pour introduire cette conférence. Donc, pourquoi on a voulu réfléchir sur la portée de la fonction achat dans la compétitivité de l'entreprise et le nouveau modèle de l'entreprise au Maroc, le Maroc de demain. Voilà, parce qu'on a pensé qu'il y a une référence à créer, de nouveaux modèles des achats collaboratifs, innovants et responsables. Pourquoi? Parce qu'en fait, les CPO gèrent 40 à 80% des charges de l'entreprise, qu'ils ont un impact majeur sur la compétitivité de l'entreprise, qu'ils ont donc un rôle important à jouer dans la relation qu'ils entretiennent avec les prestataires, aujourd'hui plus que jamais, avec une vision durable de construire un impact positif sur l'écosystème national, voire régional. Donc, à partir de là, on s'est proposé en tant que procurement leaders et d'autres leaders, d'autres fonctions et pas des moindres, de contribuer avec la CSMD à travers une note de synthèse qui est l'aboutissement de nombreux workshops de préparation depuis déjà plusieurs mois. Et je préviens juste qu'aujourd'hui, on va présenter les travaux préliminaires, les recommandations que nous avons à ce stade et que nous allons continuer le travail dans les semaines et mois qui viennent pour apporter une contribution la plus structurée et la plus mûrie possible. Alors, quand on a voulu aborder le sujet du modèle d'entreprise du Maroc de demain, on s'est proposé de le faire à travers trois axes. L'axe du rôle dans l'économie, quel rôle doit jouer la fonction achat dans l'économie, quels impacts positifs peut-elle induire, avec ce qu'on a appelé des pillars, donc la raison d'être de l'entreprise, comment être cohérent avec cette raison d'être, comment participer à l'écosystème building de manière très concrète et réaliste en prenant en compte le contexte local et continental, comment donc déployer ces impacts positifs et gérer les risques imminents à cette période encore plus VUCA que jamais. Le deuxième axe, c'est l'open innovation, la création de valeur, donc toujours à travers des pillars qui sont l'open innovation, la création de valeur, un process qui soit efficient au service donc de l'entreprise et une transformation digitale. Et le troisième axe, c'est bien sûr le talent et le leadership. Donc quel talent en fait, quel leadership, quel change management, quelle organisation efficiente et quel lifelong learning pour construire le modèle d'entreprise de demain. À partir de là, je vais donner la main à Monsieur Fikret, que d'ailleurs je remercie très très vivement. Je le réitère, donc qui représente ce soir avec nous la CSMD. Qui est donc membre de la CSMD, pour le laisser nous rappeler la mission principale de la CSMD et ce qui est attendu d'elle et de ceux qui veulent contribuer dans le cadre de cette commission. À vous la parole, Fikret. Merci beaucoup, Madame Mariam Bennis. Donc, rebonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de me retrouver avec vous pour je pense, ça va être une golden conférence parce que vous allez après présenter un golden book. D'habitude, les gens nous parlent de livre blanc, mais vous avez bien choisi une autre terminologie qui est plus positive et surtout
porteuse de plus de valeur. Quand on dit gold, il y a de la valeur derrière et de la solidité. En tout cas, bravo pour le choix. Je fais partie de la commission qui est composée de 35 membres et qui est présidée par Si Chakib Ben Moussa. Je vais peut-être répéter des choses que plusieurs d'entre vous les savent déjà, mais quand même c'est bien. Wadakir, comme on dit dans notre culture, Wadakir à chaque fois, donc on rappelle à chaque fois. Alors, je suis aussi content qu'il y a plusieurs personnes que j'ai eu l'occasion de croiser. Pour certaines d'entre elles, même le siècle dernier. Donc, ça ne me rajeunit pas, mais qui sont jeunes. Et puis, que je continue aussi à côtoyer dans plusieurs occasions. Donc, je les salue aussi chaleureusement. Alors, cette commission, elle est composée de 35, elle est animée par Si Chakib Ben Moussa. Et il a été mis en place par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour réfléchir sur les fondements d'un nouveau modèle de développement. Alors, cette commission, il a la chance d'être composée de personnes de différentes situations, de différentes spécialités, et qui sont aussi basées soit au Maroc, soit aussi à l'étranger. Nous avons avec nous des Marocains et Marocaines du monde. Et nous avons la chance aussi de couvrir plusieurs spécialités économiques, sociales, politiques, académiques, financières, etc. Ça donne une grande richesse. Dès le départ, nous avons choisi de faire appel à l'intelligence collective. Donc, nous privilégions le participatif dans la réflexion et aussi, nous avons l'ambition d'une sorte de co-construction. Donc, ce ne sont pas les idées pures des individualités qui composent la commission ou la commission, mais nous ambitionnons à ce que les idées soient partagées, challengées par le maximum possible de citoyennes et citoyens. Et pour ce faire, la commission a une plateforme qui est ouverte où tout Marocain peut s'exprimer et peut poster des idées. Il y a aussi le fait que la commission reçoit des contributions. À date, nous avons dépassé les 6200 contributions de différentes formes. Vous avez les partis politiques, les associations, les institutions nationales ou internationales, les experts nationaux, internationaux, parfois juste des citoyens ou citoyennes qui s'estiment concernés par ce sujet extrêmement important de la réflexion sur le nouveau modèle de développement et qui cible un horizon moyen terme. Donc, nous ciblons l'horizon de 2035. Donc, ce n'est pas très lent, ce n'est pas très court non plus. Et notre approche, ce n'est pas une approche d'un bureau de conseil ou d'un organe de l'exécutif. Nous ne sommes pas là pour proposer un plan de développement ou dicter des politiques ou s'ingérer dans ce que fait l'exécutif et le législatif. Nous sommes là pour essayer de formuler des orientations, des inflexions qui permettent de faire évoluer notre modèle de développement. Alors, ce que nous entendons par le modèle de développement, c'est un ensemble de référentiels, d'idées, de grands axes et de priorités sur lesquels nous devons tous être mobilisés, sur lesquels nous devons travailler ensemble pour avoir un Maroc que nous voulons et des Marocains et Marocaines qui sont bien dans leur situation, que ce soit essentiel, morale, climatique que nous traitons, c'est le bien-être. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bien-être, par exemple, et être le plus inclusif possible. Donc, c'est pour toutes les Marocaines et les Marocains. Et dans ce cadre-là, l'autre outil que nous utilisons, c'est les conférences et les débats labellisés qui consistent à organiser avec des associations, des fédérations ou des institutions des rencontres labellisées telles que celui auquel j'ai maintenant le plaisir et l'honneur de participer. Et ça se fait dans le cadre du respect d'une charte. Et dans la charte, tout simplement, nous rappelons les fondamentaux
Pour nous, les fondamentaux, c'est bien sûr la Constitution qui a été mise en place depuis 2011 et puis les grands choix de notre pays, du Royaume du Maroc, et le respect des institutions. Mais sinon, bonjour à un débat ouvert, audacieux, constructif et respectueux des opinions des uns et des autres. Et l'exercice fait que, à l'issue de cette rencontre et puis des travaux que vous avez faits, j'ai compris que vous avez fait tout un parcours préparatoire avec des groupes de travail, c'est de remettre un peu la quintessence ou le résumé ou l'executive summary de vos travaux. Vous l'avez appelé Golden, Golden Book. Je suppose que ça va être un Golden Book de 24 carats, donc très bien concentré et de grande valeur. Et votre travail, votre contribution va nourrir ce que nous faisons. Et nous serons toujours en tant que commission ouverts à d'autres discussions, d'autres thématiques, puisque le travail continue. Au départ, Sa Majesté nous avait fixé un délai de 6 mois, mais avec le Covid 2019, l'épreuve que nous vivons tous, il a estimé nécessaire à ce qu'on prolonge la mission de 6 mois parce que cette pandémie a généré de grandes turbulences, de grands changements dans le monde et aussi dans la manière avec laquelle nous pouvons voir le nouveau modèle de développement, même si les priorités sont toujours là, mais elle a la particularité de servir de loupe. Donc, on a agrandi beaucoup de priorités qu'on voyait avant et qui sont devenues plus claires, plus visibles et faciles à argumenter au sein de la commission, mais autour aussi de la commission et pour tous les citoyennes et les citoyens, à savoir la solidarité, l'importance de la souveraineté économique, l'importance de la priorisation de tout ce qui est relatif à la santé, à l'éducation, au social, à l'inclusion. Donc, toutes ces thématiques, nous les traitions auparavant, avant le mois de mars, même avant le mois de juin, et nous faisons des discussions très passionnées et nous écoutons aussi les attentes, parce que l'une des démarches aussi que nous avons adoptées, c'est d'aller vers les citoyennes et les citoyens. Nous organisons en plus des rencontres ou des auditions, des sorties de terrain. Donc, on avait adopté une routine. Chaque fin de mois, il y a ce qu'on appelle une retraite où nous nous déplaçons à l'extérieur de Rabat. Et nous partis vers le nord, vers le sud, vers le centre du pays, au contact d'associations, au contact aussi de citoyennes et citoyens. Et nous discutons avec eux, nous les écoutons pour mieux appréhender et comprendre les attentes et les aspirations de tous les Marocains et les Marocaines. Donc c'est ça un peu notre logique et que nous continuerons. Et il y a eu un partiel, mais nous avons continué à fonctionner en utilisant les nouvelles technologies. Donc, la totalité des membres de la commission sont devenus experts dans l'utilisation des plateformes, le Teams, le Zoom, le Webex, et puis ils sont même devenus des experts dans la discussion en live à travers le chat. Et il y a un grand enthousiasme à l'intérieur de la commission, autour de la commission. Chaque semaine, au cours du confinement, nous faisions presque une dizaine de rencontres où pas tous les sont présents tout le temps, mais nous partageons le travail entre nous, aussi avec le président. Et c'est passionnant. Et nous avons senti un engouement fort de la part de la société marocaine. Il y a une soif pour faire évoluer la situation et aller vers de meilleurs cieux et de meilleures solutions qui recherchent à chaque fois l'équité, le développement durable, l'économie, le bien-être de manière générale, et puis aussi la transparence et le sérieux dans ce que nous devons faire. Et nous avons aussi la chance, à travers le Covid, de découvrir le rôle central de l'État. Quand l'État s'occupe de certaines choses sérieuses, il
peut le faire très très bien. Nous avons aussi senti l'importance du leadership, donc nous sommes tous heureux d'avoir un leadership avec grand L de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Nous en sommes fiers, tous Marocains, et nous devons aussi développer cette logique de leadership à l'échelle de tous les citoyens et les citoyennes. Et quand je dis leadership, être d'abord et influencer sa sphère au minimum proche, sinon plus large. Et je salue votre initiative. Je pense aussi que la thématique que vous aviez sélectionnée, elle est plus que pertinente, parce qu'on sait que nous avons un tissu économique qui est caractérisé par la prédominance des PMI, PME, des TPE, parfois même des opérateurs ou des unités de production qui sont plutôt informelles. Et nous avons besoin de se donner la main, d'avoir une solidarité économique pour tirer vers plus de compétitivité, vers plus de qualité. Et je pense que la thématique que vous aviez choisie, c'est une thématique gagnant-gagnant pour aussi bien les entreprises qui ont la chance d'être structurées, parce qu'ils sont soit d'une certaine taille, soit des filiales de multinationales, et qui peuvent étaler la tâche de sucre, pour ne pas dire la tâche d'huile, de la qualité et de la compétitivité autour d'elle. Et bravo pour le choix de la thématique, et je suis tout oui pour écouter le rendu et puis aussi les discussions. Et je reprendrai la parole vers la fin quand vous allez terminer. Alors pour ces exercices-là, je suis en passif attentif. Donc je vais vous écouter, je vais peut-être réagir vers la fin s'il le faut, mais c'est votre webinar, ce sont vos idées et c'est votre initiative. Et encore une fois, merci au nom de notre président, Sichak Ibn Moussa, et puis de toute la commission. Et bravo pour le choix de la thématique. Merci, Madame Denis, merci. Et merci aussi pour votre patience. Hein. J'étais un petit peu lent, mais merci pour votre patience. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir effectivement rappelé le cadre de cette intervention, de nous avoir inspiré avec les valeurs que vous venez de communiquer. C'est d'ailleurs un sujet qu'on va aborder. Les valeurs de leadership, de transparence, de souveraineté. Donc ça, c'est des choses effectivement économiques, c'est des choses que nous avons abordées. Sans plus tarder, je vous propose effectivement de commencer le partage des contributions qu'on a eues à ce stade. Je vais inviter donc Madame Mounia Khourache. Mounia, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Oui, oui. Parfait. Alors justement, je disais tout à l'heure que nous avons choisi 3 topics. Le premier topic consiste dans la raison d'être, plutôt le rôle que doit jouer la fonction achat dans le tissu économique et l'impact positif qu'elle peut avoir. Donc effectivement, dans notre démarche, nous avons constitué des pools de leaders de secteurs, de différents secteurs, l'industrie lourde, les télécoms, la santé, la finance, l'agroalimentaire, pour travailler sur ce topic avec des référents métiers en face pour enrichir la réflexion et répondre aux questions qu'on s'est posées et qu'on a auxquelles on a voulu répondre à ce stade. Donc, je vais donner la parole à Madame Mounia Khourache pour nous présenter les questions et les recommandations auxquelles on est arrivé à ce stade, même si le travail ne fait que commencer, n'est-ce pas? Exact, tout à fait. Exactement. Est-ce que tu as eu le temps entre-temps de... Donc, je t'invite à partager le slide. Alors, est-ce que vous le voyez, puisque je viens de le partager? Oui, vas-y. Très bien, parfait. Alors, merci Myriam. On t'attend et on le voit pas encore. Donc, on va juste peut-être attendre quelques secondes. Sinon, oui. Voilà. Est-ce que tu peux repartager? Partager.
Donc, je rappelle aux personnes qui sont avec nous, d'abord, je les remercie d'être là et je rappelle que ce webinaire est enregistré et qui sera partagé pour ceux que ça intéresse. Après, donc sur les différents réseaux et plateformes que nous avons à nos dispositions. C'est très bien, on le voit, Mounia. Donc, tu peux nous présenter les questions et surtout les recommandations auxquelles nous avons abouti à ce stade. Parfait. Merci, Mariam. Merci, Monsieur Fikret, pour cette belle introduction. Merci à toutes et à tous. Alors, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être dans le groupe de travail qui a travaillé sur le premier topic, qui est comment adresser la raison d'être d'une entreprise et le rôle modèle que peut jouer la fonction achat. Et donc, dans ce groupe de travail, on s'est posé plusieurs questions avant de sortir avec des recommandations que moi-même je juge pertinentes et après je vais laisser aux auditeurs de juger par eux-mêmes. Donc, parmi les questions qu'on s'est posées, c'est quelle raison d'être doit promouvoir la fonction achat? Quel rôle doit jouer la fonction achat à l'aune de sa responsabilité? Comment une entreprise peut-elle, à travers ses achats, maximiser ses impacts positifs? Et en dernier lieu, quel process de changement permet à l'acheteur de réussir cette mission? Donc, à la lumière de ces questions, on est sorti par une ambition. Quelle est notre ambition? Aujourd'hui, notre ambition est de faire la promotion du prestataire local, PME, TPE et aussi start-up, pour construire un nouveau modèle de développement économique. Donc ça, c'est notre ambition. La question qui se pose, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on recommande pour arriver pour atteindre cet objectif et satisfaire cette ambition? Donc, on propose 6 recommandations. La première recommandation est la mise à niveau du prestataire PME, TPE, du prestataire local. Comment faire cette mise à niveau? Donc, on le sait au niveau de la fonction achat, on challenge nos prestataires sur leur apport technique, les spécifications techniques, on les challenge sur la structure de prix et l'offre commerciale qu'ils nous donnent, mais c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut encore, notre ambition et notre mission en tant qu'acheteur est de mettre à niveau nos entreprises marocaines pour être au même niveau que les entreprises internationales. Ce qui veut dire qu'il faut les mettre en conformité avec les standards internationaux. On a des standards en termes de santé-sécurité, on a des standards en termes de respect d'environnement, on a des standards en termes de respect des droits de l'homme, des règles de non-discrimination, des lois sur la concurrence, la loi anticorruption et la loi sur la sûreté. Et donc, notre responsabilité est de coacher, supporter et former les petites entreprises pour les mettre au même niveau que les sociétés étrangères. Ça, c'est notre première recommandation. La deuxième recommandation, c'est l'importation du savoir-faire. Alors, juste à titre d'information, entre 2010 et 2019, on a importé pour 240 milliards de dirhams de produits de l'étranger. On a acheté de l'étranger 240 milliards de dirhams. Je ne parle pas de prestations, juste de produits. La question qui se pose, pourquoi ne peut-on pas le faire ici? Qu'est-ce qui nous manque ici? Et donc, notre recommandation, c'est d'importer le know-how, d'importer le savoir-faire. Comment le faire? C'est de pousser les entreprises internationales à s'enraciner chez nous, à apporter leur savoir-faire, à former nos équipes. Comme ça, on peut acquérir ce savoir-faire et réduire petit à petit notre chiffre d'affaires à l'étranger. Je ne parle pas de l'arrêter, mais juste garder notre argent dans notre pays. Notre troisième recommandation est axée sur la promotion de la TPE-PME marocaine et l'ouverture sur l'Afrique via une labellisation qu'on va formaliser, être un pays Best Cost Country. Aujourd'hui, on a la Chine qui se positionne comme Best Cost Country, on a la Turquie aussi qui vient de se positionner et on a des acheteurs marocains qui privilégient d'acheter de la Chine et du Maroc et de la Turquie au lieu d'acheter du Maroc. Donc l'idée, c'est de
profiter des coûts bas aujourd'hui qu'on a au Maroc et de faire la promotion des fournisseurs marocains et de leur permettre de s'ouvrir vers l'Afrique. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va inventer, ça existe déjà. On a aujourd'hui des fonderies qui fournissent des pièces de fonderie en Afrique. On a des fournisseurs de sacs de papier qui alimentent l'Afrique. On a plusieurs fournisseurs qui aujourd'hui fournissent l'Afrique et peuvent, à travers cette ouverture de frontières, développer leur chiffre d'affaires. Notre quatrième recommandation est la création de la valeur via la combinaison des PME. Aujourd'hui, on a des très petites entreprises ou petites entreprises qui peuvent éventuellement se combiner pour créer un écosystème créateur de valeur ajoutée et qui constitue une chaîne de valeur. Je donne juste un exemple très simple. Pour l'entretien d'un immeuble, on a besoin d'une société qui fait le gardiennage, on a besoin d'une société qui fait la maintenance des ascenseurs, on a besoin d'une société qui fait la maintenance des climatiseurs, on a un prestataire qui va faire la restauration. Et donc, l'idée, c'est de promouvoir cette petite entreprise pour créer une agglomération et une combinaison et s'agrandir et développer leur chiffre d'affaires. Et cette combinaison de petites entreprises, elle sera créatrice de valeur ajoutée pour l'agglomération et aussi pour l'acheteur lui-même. Notre cinquième recommandation est d'être acheteur, créateur d'emplois. Quand on entend ça, on se pose la question comment un acheteur peut être créateur de l'emploi. Et ça, c'est facile. Quand on est un acheteur, on cherche à acheter, bien sûr, en optimisant les prix et surtout on essaie d'acheter de sociétés qui n'ont pas des charges fixes qui sont lourdes. Et donc, qui dit charge fixe pas lourd, dit petite entreprise. Et donc, comment peut-on créer cette petite entreprise ou pousser à la création de cette petite entreprise? Ça va se faire à travers le capital humain qui, chaque année, quitte notre entreprise. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont une grande expérience qui partent en retraite. On a des jeunes talents très ambitieux qui quittent l'entreprise pour créer leur propre boîte. Et donc, l'idée, c'est de se porter garant, de supporter ce capital humain et de l'aider à créer sa propre boîte et surtout de leur garantir un chiffre d'affaires. Et ça ne peut être que de win-win pour l'acheteur et pour le client. Et notre sixième recommandation, et qui n'est pas des moindres, c'est la start-up. Aujourd'hui, on parle de l'industrie V4.0, on parle de la digitalisation, on parle de la nouvelle technologie, nouvelles solutions. Et donc, pour avoir ça, ça ne peut se faire que via des petites start-up, mais qu'on ne peut pas traiter au même titre qu'une entreprise qui existe depuis des années. Les petites start-up, ce que j'ai dit, c'est nouveau business, nouveau mode opératoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la petite start-up ne peut pas donner un livrable illico presto. Elle ne peut donner un livrable qu'après une longue période de travail, de réflexion, de support, de coaching et de gain de maturité. C'est pour ça que notre recommandation aujourd'hui, c'est de mettre en place un mode opératoire spécifique pour pouvoir promouvoir ces startups. Donc, pour résumer les 6 recommandations, la première recommandation, c'est la mise à niveau des PME et TPE aux standards internationaux. Deuxième recommandation, c'est l'importation du savoir-faire en poussant les entreprises étrangères à s'enraciner au Maroc. Ça peut être via des partenariats, via des JV et autres. Troisième recommandation, c'est l'ouverture vers le marché africain pour aider les entreprises locales à développer leur chiffre d'affaires. Quatrième recommandation, c'est la création de la valeur ajoutée via la création des écosystèmes de chaînes de valeur. Cinquième recommandation, c'est la création de l'emploi via la promotion de capital humain. Et notre sixième recommandation, c'est la mise en place d'un mode opératoire pour les startups. Merci beaucoup. Merci Mounia pour ton intervention. Donc je précise que tu es la directrice achat de Lafarge pour ceux qui ne le savent pas, même si on a diffusé donc les différents speakers dans l'affiche. Il y a effectivement
Monsieur Benouda, qui essaie de se connecter à l'instant. Ce que je propose, en fait, le temps qu'il puisse se connecter, c'est de commencer le deuxième topic, d'accord? Et puis, je lui demanderai d'intervenir tout à l'heure en réaction. Alors, effectivement, Mounia, donc, tu nous as bien dressé un beau tableau du premier topic. Et ce que je propose maintenant, c'est de présenter le deuxième topic. Donc, c'est le topic de l'Open Innovation et la création de valeur qui va être faite par en fait Monsieur Tagricht. Donc Monsieur Tagricht qui est le directeur achat d'Atijari Wafa Bank, qui est donc leader du secteur financier. Donc je rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui ont contribué à ce travail, donc de différents secteurs, télécom, industrie lourde, services publics. Et nous avons comme référent métier donc Monsieur Mohamed Saad qui représente la communauté des IT leaders, et j'insiste et je souligne ce mot, donc il va nous présenter quelles recommandations cette équipe propose pour dresser ce topic ô combien d'actualité de l'open innovation, la création de valeur, le process efficient, la transformation digitale. C'est Tagricht, à toi l'honneur. Alors, il y a M. Benouda, excusez-moi, qui visiblement vient de réussir à se connecter. Avec votre accord, on va lui demander Alors, on vous entend, M. Benouda? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous tombez à pic. Nous étions en train de faire la transition. Donc, on est heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Le plaisir est pour moi. Voilà, Monsieur Benouda, qui est donc fondateur d'Aba Capital et président d'Invimo, et que je vais inviter très très rapidement à illustrer les propos de Madame Khourache sur le rôle que doit jouer un donneur d'ordre dans la croissance des TPE et du tissu économique. C'est Benouda, vous avez 3 minutes si vous êtes d'accord, avec votre permission. Parfait. Bah, écoutez, en tout cas, c'est tout le plaisir pour moi de partager avec vous des moments sympas autour de ce webinaire. Alors, au-delà du rôle de donneur d'ordre, si tu me permets, Mariam, qui peut jouer auprès de la TPE, l'idée de notre intervention, c'était de illustrer un petit peu le use case Nextronic, qui était dans la fabrication made in Morocco au niveau du thermomètre. C'est un thermomètre qui a été fabriqué au Maroc, 100% marocain, où il y avait une certaine agilité et réactivité pour à la fois prototyper rapidement le produit, lancer la première série, et finalement aujourd'hui nous sommes dans une production je dirais industrialisée, où on arrive à faire 2500 jusqu'à 3000 thermomètres par jour. Donc ça, c'est vraiment Allô? 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 Vous m'entendez? C'est Mohamed Benouda. Tu peux peut-être désactiver ta caméra pour qu'on profite plus de ta bande passante. Et je te salue au passage. Hein. Salut Fikret, ça va? Oui, alhamdulillah, barakallahu fik. طريق السلامة. طريق السلامة. Merci beaucoup. Parce que c'est dit, voilà, donc ça c'est par rapport à la use case je dirais de l'électronique, mais si vous voulez, là, je pense, la thématique c'est le modèle de développement des entreprises. Hein, si j'ai bien compris, tu me recadres, Mariam. D'accord. Dans ce nouvel modèle de développement, là nous pensons qu'il y a l'axe de l'industrialisation qui est important, et c'est là on l'a illustré à travers le Made in Morocco Nextronic. Il y a un deuxième axe qui est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, avec cette crise-là, après septembre, octobre, on va assister malheureusement à des gros plans de licenciement et de réorganisation des entreprises. Donc, du coup, le marché en lui-même ne pourra pas aujourd'hui absorber
tous les acteurs qui vont se retrouver. Donc du coup, une des réponses majeures, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, dans cette optique-là, on a pu lancer la plateforme Bémari.ma, qui est une plateforme d'accompagnement des TPE et de la reprise et des entrepreneurs. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est la durabilité. Quand je parle de la durabilité, c'est les villes durables, c'est la mobilité durable, et ainsi de suite. Donc je pense qu'un modèle de développement fondé sur trois axes majeurs, qui sont à la fois la durabilité, l'industrialisation et l'entrepreneuriat, donnera du sens avec des basiques qui sont fondamentaux, qui sont à la fois la solidarité, qu'il faut qu'on consolide cet axe de solidarité, et la sécurité sanitaire. Voilà à peu près la vision qu'on a sur un modèle de développement. Et donc du coup, à travers ce modèle de développement, comment l'entreprise en tant que telle peut s'inspirer pour qu'il y ait un alignement entre un modèle de développement d'un pays et la sienne. Donc pour l'entreprise, elle a la partie industrialisation, c'est-à-dire que le donneur d'ordre doit absolument pousser dans sa relation avec les TPE, les PME, la fabrication locale, bien sûr qu'ils soient compétitifs et ainsi de suite. Donc ça, c'est le rôle des directeurs des achats dans le cadre de leur sourcing. L'entrepreneuriat, parce que c'est important que dans le cadre d'accompagnement des PE, on entreprend. La durabilité, l'entreprise doit réfléchir à des solutions écologiques, à des solutions sustainable, et ainsi de suite, et doit garder sa relation, sa politique RSE de solidarité, parce que ce qui a sauvé, grâce aussi à la vision de Sa Majesté, qui a mis la santé, la solidarité au cœur du dispositif de ses préoccupations, l'entreprise elle-même doit revoir sa raison d'être, doit revoir sa relation avec son écosystème de telle façon à qu'il puisse être de plus en plus solidaire. Donc si je résume rapidement, donc on a trois points qui sont majeurs, qui sont à la fois... Allô? Alors, le temps... la solidarité et la sécurité. Merci, M. Benouda. Les 2-3 minutes qui m'ont été... Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Benouda, pour votre contribution. Je rappelle qu'on a invité Monsieur Benouda en tant que success story d'entreprise marocaine qui a prouvé son agilité parce qu'effectivement, avec beaucoup de rapidité et selon des normes technologiques de haut niveau, elle a pu produire le fameux thermomètre de Netronix et que c'est un produit 100% marocain, comme disait notre ministre, des enfants du pays. Donc c'est de ce Maroc-là qu'on parle. Et on veut, en tant que directeur achat, qui ont un périmètre, donc je le rappelle, donc notre club réunit des directeurs achats et des responsables achats, donc qui ont un poids dans la décision et dans la stratégie achat des différents secteurs, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Effectivement, on a un rôle à jouer pour faciliter ce travail vis-à-vis des startups et TPE. Alors, sans plus tarder, je donne la main à M. Terlis. Mariam, si tu me permets, juste un petit complément très rapide, c'est que les 5000 mosquées qu'ils ont ouvertes la semaine dernière, c'est une ouverture des 5000 mosquées. Donc, tous les thermomètres que vous voyez dans les mosquées, c'est les nôtres. Donc, il y avait un accompagnement assez rapide. Dans les 48 heures, il a fallu produire 5000 thermomètres pour équiper l'ensemble des mosquées et les autres. Effectivement, donc c'est un exemple concret. Donc on parle de production et pas seulement de prototype, de manière très très rapide. Merci beaucoup, Monsieur Benouda. De toute façon, on aura l'occasion dans les travaux futurs de développer chacun de ces concepts. Alors on s'est engagé depuis le début à être dans le timekeeping. Donc je vais sans plus tarder donner la parole à Monsieur Terlicht pour nous présenter de son côté les recommandations sur le topic 2. Allez-y, si Terlicht. Merci Myriam. Donc bonjour tout le monde. Merci à Sefi Karat de nous avoir honorés par sa présence dans le cadre de cette restitution. En fait, j'ai l'immense plaisir en fait de restituer les travaux du stream qui concerne l'open innovation et la création de valeur, donc au sein de l'entreprise marocaine et en tant que directeur des achats et CPO. Donc notre équipe, dans le cadre du workshop que nous avons tenu, nous avons travaillé principalement sur 4 piliers, donc à savoir l'open innovation, la création de valeur, l'efficacité opérationnelle. Pardon ?
Est-ce que tu peux juste partager avec nous les slides ou tu veux que je le fasse? On les voit déjà, je pense. Oui, oui, on les a devant nous. On les voit, mais ils sont dans l'écran. Ah, ok, très bien. Parce que moi, je ne les vois pas. Mais du moment qu'ils sont affichés. Tu veux que je projette? Je pense que c'est déjà projeté là. C'est ton document. Ah, ok, très bien. Très bien. Vas-y, je t'en prie. Pardon. Donc, juste par rapport aux 4 piliers, non, si tu peux revenir au slide d'avant, s'il te plaît. Voilà. Donc, nous avons travaillé, comme j'ai dit, sur l'open innovation, sur la création de valeur, sur l'efficacité opérationnelle et les efficient process, et sur la transformation digitale. Donc, tout au long des travaux, nous avons principalement, je dirais, travaillé, nous avons essayé de répondre aux 4 questions. Donc, qui sont quel projet d'open innovation peut-on imaginer selon l'angle des achats pour favoriser une compétitivité et ancrer l'entreprise de demain dans une relation durable avec ses prestataires et ses parties prenantes, donc tout l'écosystème. Quelles nouvelles opportunités les CPO, les directeurs des achats, peuvent saisir pour créer de la valeur et comment les achats doivent contribuer à une transformation digitale end-to-end et à la fin, et en filigrane, quelle conduite de changement et quel change management doit-on adopter au niveau des achats pour conduire tous ces projets-là. Donc, à travers ces questions et les réponses qui ont été formulées par les uns et les autres et les réflexions que nous avons menées dans le cadre des ateliers, donc ça a donné lieu à 5 recommandations. Donc, c'est le slide suivant, si tu permets, Mriam. Oui, c'est fait. Donc, les 5 recommandations principales que je vais d'abord citer, après expliquer. Donc, d'abord, la stratégie achat, donc qui doit être axée sur l'innovation locale. Donc, j'insiste bien sur l'innovation, mais aussi locale, qui doit être sponsorisée par le top management. Un process achat digitalisé, un process achat adapté aux startups, donc ce que nous appelons dans notre jargon un process fast track. Donc, je vais vous donner des exemples. Un budget investissement en phase avec la création de valeur. Et à la fin, je dirais le change management qui existe en fait dans tout ce qu'on va voir. C'est une recommandation à part, mais il est en filigrane en fait dans toutes les recommandations que je viens de citer. Alors d'abord, la stratégie achat axée sur l'innovation. Donc là, on parle entre autres d'indicateurs. Nous, aux achats, on aime bien les KPIs. Donc on introduit un KPI spécifique à l'intégration des startups et TPE dans l'écosystème fournisseur. Et comment on peut réussir, je dirais, à avoir un bon KPI, c'est d'abord d'aller à la rencontre de ces startups. Comme j'ai bien dit, l'innovation et le rôle des achats dans l'innovation, c'est que l'acheteur a un avantage compétitif en fait. C'est qu'il connaît très bien les besoins d'entreprise, mais il connaît aussi l'écosystème et le marché extérieur. Donc, il y a la personne la mieux placée au sein de l'entreprise aujourd'hui qui peut faire le lien entre ses besoins et ce qui existe sur le marché, notamment en termes d'innovation, c'est les achats. Bon, on a des exemples dans les secteurs industriels, l'automobile et autres, mais maintenant dans le secteur que je représente moi personnellement, qui est la banque. Donc aujourd'hui, on est en plein réflexion. Donc toutes les banques aujourd'hui se sont dotées de directions d'innovation, relations avec les fintech, écosystème de fintech. Donc ça nous a poussé à aller à la pêche, aller à la recherche de ces startups, à leur rencontre. Donc que ce soit dans des cadres comment dirais-je, de hackathon, dans le cadre de Demo Days et autres. Donc ça, c'est le lien que le directeur des achats, le CPO, est en train de créer entre l'entreprise et le monde extérieur. Adopter un processus achat digitalisé, donc ce n'est pas uniquement pour l'entreprise et pour l'efficacité de l'entreprise, mais c'est aussi pour instaurer un maximum de transparence dans la relation avec ses fournisseurs. Et notamment, quand on est à la recherche de l'innovation, on va forcément sourcer des startups. Ces startups, ils se sentent plus à l'aise quand on a un process digitalisé qui est leur dans la main. Donc, il y a une sorte de self-care. Le fournisseur aujourd'hui peut s'inscrire sur une plateforme, peut faire sa demande de référencement, peut répondre à des appels d'offres sans aucun contact physique, sans aucune, je dirais, tracasserie administrative au processus lourd qui, d'après mes entretiens, en tout cas personnellement, et ça a été la réflexion aussi avec les collègues dans le cadre de ces ateliers, c'est que souvent, on a une appréhension chez les startups par rapport à la relation avec les grands donneurs d'ordre. Donc, on imagine, je dirais, une grande structure opaque. Derrière, c'est une black box. On ne sait pas à qui s'adresser, comment faire les demandes de référencement, comment obtenir le premier bon de commande. Donc, dans toutes nos discussions avec ces startups, nous essayons justement de démystifier tout ça
et de leur faciliter la chose, mais encore mieux si on a un process digitalisé et ça se traduit les faits. En fait, on n'est plus sur des discours, mais on est aussi sur des choses concrètes. Un process achat fast track, donc quand on veut aller et avoir de l'innovation au sein de l'entreprise, notamment d'innovation externe, ben, il est évident que nous devrons mettre en place un processus achat très agile et en mode fast track. Ça veut dire une simplification des processus de référencement, une simplification de contractualisation. Typiquement, nous, on va même plus loin. Ça veut dire qu'en encourageant ces startups, des fois, à faire des POC, ou ce qu'on appelle des MVPs, et qui sont rémunérés. Ça veut dire que ces entreprises-là, souvent, c'est des structures très petites et qui n'ont même pas les moyens pour financer et proposer des POC ou des MVPs aux entreprises. Donc, nous, en tant que grands donneurs d'ordre, on se doit de donner en fait l'exemple, d'accompagner ces startups en leur donnant, en prévoyant justement une rémunération pour les POC, pour les encourager. Et en dernier, donc toujours dans le process fast track, avoir des délais de paiement qui sont adaptés. Bien évidemment, on sait que c'est un sujet d'actualité, les délais de paiement, et encore plus pour les startups, si on veut attirer ces startups et avoir, je dirais, une relation de confiance, ben, il faut mettre en place des process de règlement de leurs factures qui soient adaptés avec des délais très courts et très serrés. Donc, il y a aussi le budget d'investissement qu'on doit mettre en place et qui doit être en phase avec la création de valeur, notamment sur tout ce qui est case studies, ROI et autres. Et en dernier lieu, comme j'ai expliqué, c'est le change management. Ça veut dire que le directeur achat, dans notre réflexion, aujourd'hui, il doit changer de mindset et se positionne en tant que business partner et non seulement un acheteur qui doit aller chercher le meilleur rapport qualité-coût et délai chez les fournisseurs, mais aussi intégrer la réflexion d'innovation, la réflexion du sourcing local, la réflexion de la responsabilité sociétale, les achats responsables, et tout ça, c'est vraiment l'agilité, et on ne cesse de le répéter, l'agilité n'est pas uniquement chez les IT ou chez les directions de digital, le digital center, mais l'agilité, elle est dans toute la chaîne, et on ne peut pas avoir un agile at scale si on a des achats qui ne sont pas très agiles. Donc, le mindset shift, en fait, il est en filigrane et il est au niveau de toutes les... il doit être en fait un comportement de seconde nature chez l'acheteur aujourd'hui. Donc, voilà en gros, si je peux résumer, donc un focus principalement sur la start-up, donc pour faciliter l'accès à la start-up, pour encourager la start-up, pour mettre en place des process qui encouragent la start-up à innover, à proposer son innovation aux grands donneurs d'ordre. Des budgets qui sont dédiés à la start-up, mais aussi pour rémunérer leur effort en termes de POC et de MVPs, et un change management en filigrane sur toute la chaîne. Donc voilà, Mariam, j'espère que je n'ai pas été aussi long et je n'ai pas dépassé le timing qui m'a été... Voilà, just in time. Je te remercie d'ailleurs de présenter avec nous le concentré, puisqu'on a beaucoup insisté sur le time keeping. Et en plus, tu m'as fait le plaisir de faire la transition avec Monsieur Saïd. Donc, Mohamed, nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'avoir avec nous le président de l'usine qui se trouve être effectivement en même temps le directeur ressources de la bourse, et je pense qu'il a de très belles choses à partager avec nous. J'explique juste qu'effectivement il s'est investi assez rapidement avec beaucoup de bienveillance, de bonne volonté à contribuer avec nous dans ce travail, et il a participé avec nous dans les différents workshops pour nous guider, pour nous donner les orientations de par son expérience et celle de sa communauté pour bien mener cette transformation digitale end-to-end. Monsieur Mohamed Saïd, à vous la parole. Alors, merci Mariam, merci Sdi Mohamed Fikrat, merci à toute la communauté d'avoir associé le ZIM à ce travail de valeur. J'y ai appris beaucoup et c'est en partageant qu'on apprend et comme on dit, il n'y a qu'en partageant l'information, enfin seul asset qui s'enrichit et donc quand on la partage, c'est l'information, c'est la donnée, c'est la connaissance. Alors c'est un travail de haute facture qui nous a été présenté et assez ambitieux, challenging, mais comme on dit, il faut viser les étoiles pour atteindre la Lune. Alors je reviens sur les différentes, on va dire, propositions des équipes. On parlait de la stratégie axée innovation locale et la clé de tout cela est la confiance. On le sait très bien, vous le savez, vous, acheteurs.
CPO, donc la confiance qui doit s'établir entre tissu de start-up et organisation, puisque aujourd'hui il s'agit de start-up. Dans ce qui nous a été présenté, il s'agit donc de tendre la main aux start-up, donc pour les ramener comme partenaires pour construire on va dire la croissance et le développement qu'on veut. Alors, il faut aussi expliquer le pourquoi de cela et pourquoi est-ce que c'est important pour toutes les parties prenantes. On a parlé du sponsoring, du top management, mais comme on sait que il n'y a pas que la gloire des généraux, il y a aussi et surtout la victoire de ces soldats. Et donc, les soldats qui sont partie prenante dans l'entreprise doivent comprendre pourquoi est-ce qu'on va vers la start-up. Pour la simple raison, actuellement, je fais une thèse sur les organisations exponentielles et on sait très, très bien que le processus expérimentation est le parent pauvre de nos organisations. On ne peut pas faire de l'innovation comme le fait l'OCP. Il n'y a qu'une seule OCP au Maroc et donc toutes les entreprises ne peuvent pas faire de l'innovation, de la recherche et développement, mais cela peut se faire à travers des structures modestes d'un point de vue taille humaine, mais aussi ressources. Ce sont les startups et donc c'est en leur ouvrant notre terrain d'expérimentation qu'on pourrait gagner en fait et que ce soit une relation win-win comme l'a rappelé Sifikret. Alors, il faut aussi faire attention à la réglementation parce qu'elle ne cadre pas avec ce jeu des startups. Quand on exige 10 références à une startup qui a moins d'1 an d'existence, cela relève de la mission impossible. Donc, en fait, il faudrait qu'on fasse aussi de l'innovation dans tout ce qui est procédural, tout ce qui est réglementation et qu'on puisse aussi créer une brèche, on va dire une brèche bien régulée, bien cadrée pour que, donc justement, que cette ouverture vers la start-up ne soit pas une big brèche sur les procédures et sur la gouvernance, mais qu'on fasse à ce que la réglementation nous accompagne dans notre process d'innovation. Alors, vous avez parlé aussi de la digitalisation et là, je vous accompagne à 100% sur cette réflexion-là. On parlait de la confiance sur l'axe précédent. Là, on parle de transparence et Sa Majesté le Roi Khedjoul VI l'a rappelé dans plus d'un discours. La mise en place d'un processus procurement avec un maximum de digitalisation permet de maximiser l'efficacité et l'efficience. On est tous d'accord sur cette histoire. Et une question à poser, peut-être par rapport à la start-up encore, c'est que a-t-on aujourd'hui une définition claire sur la start-up? Il faudrait qu'on ait un débat s'impose sur ce que c'est qu'une start-up. J'ai fait une petite recherche et donc je peux vous citer en 3 mots la start-up en fait et la communauté, comment est-ce qu'elle la définit? C'est une entreprise qui démarre. Une start-up est une entreprise qui démarre. La start-up, elle est liée à la notion d'expérimentation d'une nouvelle activité sur un nouveau marché avec un risque difficile à évaluer. En tout cas, c'est la définition de Steve Blank, qui est un multirécidiviste en matière d'entrepreneurship. C'est un grand ponte de Harvard et d'MIT, et donc il a écrit un certain nombre de bouquins sur la start-up. Il parle du lean startup. Blank dit par exemple que l'entreprise startup n'est pas qu'une petite grande entreprise, elle a son propre modèle, sa propre manière de gérer ses ressources. Donc, ce n'est pas un modèle réduit d'une grande entreprise. La startup, elle est unique en son genre, par son ADN et par son architecture. Alors, on a parlé aussi de la data, de l'open data et des API. J'ai envie de créer peut-être un comparatif avec les mainframes des années 60 et 70 et leur ouverture sur tout ce qui est technologie en réseau. On vit pratiquement la même chose. Alors, la digitalisation, l'open data et les API se rejoignent. C'est s'ouvrir sur la communauté, alimenter la recherche, alimenter les startups et de là, on va créer des opportunités. Et on va même créer donc justement un facteur clé de succès, on va dire une autoroute de facteurs clés de succès vers la digitalisation et l'ouverture de nos systèmes et nos process sur la start-up, mais sur aussi d'autres partenaires. Alors très rapidement, le change management, on a parlé du budget, je suis aussi OK sur cette notion d'appliquer un certain budget sur tout ce qui est innovation.
Mais le change management, c'est last but not least, il faut accompagner tout cela par une méthode. On parle aujourd'hui du customer centric, je parlais aussi du citizen centric, puisque on est sur le e-gov au service du citoyen, et ça doit faire le corps de la méthode à adopter. Le parcours client-citoyen est le changement, en fait, qui doit concerner aussi bien le client externe que le client interne. C'est ce fonctionnaire dans son arrondissement qui est la vitrine qui doit faciliter et utiliser les processus refondus automatisés. Donc, pour vous dire que c'est important aussi de considérer le client interne. Ahmed Rahou, Allah yadhkuru bkhair, a très bien compris ça par rapport à toutes les innovations dans sa banque CIH qu'il avait lancée. Il avait expérimenté ça, au sein de sa structure à travers ses salariés avant de lancer le produit vers le client externe. Alors, je termine par une quote d'Alvin Toffler qui dit « Les illettrés du 21e siècle ne sont pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre à désapprendre pour réapprendre. » Je reprends. C'est comment faire un reset pour réapprendre à réapprendre et à réabsorber. Alors, j'extrapole sur l'organisation. Je dis que Covid, la crise financière 2008, Internet des années 90, le e-commerce des années 2000, les réseaux sociaux des années 2010, les technologies disruptives des années 2020 et la blockchain et autres, les réglementations, le réchauffement climatique, tout cela, ce sont des changements, ce sont des contraintes, c'est le new norm avec lequel il faut composer. Et l'Europe aujourd'hui est en train de réinventer sa délocalisation en Chine. Et cela pour se faire dans un pays qui se trouve à 15 km de l'Espagne. Et donc, je pense que là, il y a une opportunité à saisir. Et je pense que c'est la face cachée ou peut-être à quelque chose malheur et bon. Covid ne s'amène pas qu'avec son désastre. Il pourrait aussi s'amener avec ses opportunités. Et donc, là, on est devant une opportunité. Alors, pour information, l'entreprise doit apprendre à désapprendre pour réapprendre. C'est l'ADN qui passe par l'ouverture de l'organisation sur son tissu start-up afin de se réinventer. Alors, c'est une thématique qui a été abordée par le ZIM à travers la thématique les entreprises apprenantes, mais aussi à travers l'intelligence collaborative. Sachez que j'étais très heureux de partager avec vous ces quelques remarques et aussi à participer à ce très beau networking. Merci Myriam, merci Sdi Mohamed Fikrat, merci à la communauté. Merci beaucoup, Sdi Mohamed. Saad, justement, encore une fois, tu m'as tendu une belle perche en parlant d'intelligence collective. C'est dans le cadre de l'intelligence collective qu'on a pensé de nous enrichir et nous inspirer de référents métiers. Et donc, un rôle que tu as tenu avec beaucoup de passion et de vigueur, comme depuis toujours dans ce que tu fais. Donc, sans plus tarder, je vais partager avec vous donc en fait le prochain topic, donc qui est toujours dans le cadre de l'intelligence collective, va être présenté par Madame Amal Hfiani. Amal, est-ce que tu as pu partager, est-ce que tu es là déjà? Donc, Madame Amal Hfiani, qui est la directrice achat région de GSK, donc qui représente le secteur de la santé. Et je rappelle pour ceux qui viennent de se rejoindre à nous, effectivement que nous avons choisi des leaders sectoriels, donc une dizaine de leaders sectoriels pour avoir une belle représentation de notre économie et avec si possible une couverture régionale, donc de l'Afrique, voire de la région MENA, donc certains étant basés au Maroc et d'autres étant basés en Europe, en UK, en Allemagne, voire en Arabie Saoudite et à Dubaï. Donc voilà, pour ce troisième topic qui nous semble très important, Madame Hfiani, effectivement, vous représentez une équipe puisqu'il y a eu différents représentants de différents secteurs qui ont contribué avec vous et avec comme référent métier Monsieur Zakaria Rbihi, qui est le président de l'association des directeurs RH, donc l'AGEF, pour ceux qui ne la connaissent pas, quoique son aura est juste extraordinaire parce que c'est une des associations professionnelles leaders dans le marché marocain et donc qui nous a fait le grand plaisir de contribuer, de s'investir dans la préparation avec différents workshops
de cette contribution combien important pour le Maroc de demain. Amel, à toi la parole Oui, pour nous présenter oui, merci Mariam. les recommandations. Merci Mariam. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Très bien. Donc, merci Mariam, merci à l'audience. Donc, je suis très honorée de partager avec vous les travaux qui ont été effectués par notre groupe que je représente. Et j'étais honorée d'entendre de belles choses de par l'audience concernant les différentes recommandations et l'innovation qui peut être un pilier très important dans notre développement national et régional. Donc, pour pouvoir effectivement accompagner les entreprises et pouvoir mettre en place les recommandations qui ont été citées par Monia, et aussi pour pouvoir aussi accompagner et aider et travailler en toute confiance avec les startups. Donc, nous avons bien entendu mis l'accent sur quelques points très importants qu'un CPO doit avoir, et notamment pour pouvoir accompagner et aussi bien l'entreprise que son entourage immédiat fait de fournisseurs ou de tout l'écosystème. Donc, les points très importants qui ont été abordés ici, c'est quels talents et nouvelles compétences sont attendus pour les équipes des achats dans l'entreprise de nouveau normal, quel type de leadership pour les CPO intra-extra-entreprise est requis. Une deuxième question qui nous a interpellé également, c'est comment renforcer les soft skills de l'acheteur pour qu'elle mène le change management nécessaire pour réaliser la raison d'être de l'entreprise. Et une autre question aussi qui nous a été interpellée, c'est quelle organisation efficiente pour la fonction achat. Et une dernière question, quel programme d'accompagnement, montée en compétences, proposé à l'acheteur pour justement consolider la transformation nécessaire pour l'entreprise de demain. Donc, c'est vraiment très concentré. Et la première des choses qui nous a interpellés, c'est qu'il faut gagner en leadership et en strategic thinking. Donc, le CPO, dans sa transformation… Pardon, Amel, de t'interrompre. On ne voit pas le slide des recommandations. Est-ce que tu peux le projeter, s'il te plaît? Il est visible chez moi. Je ne sais pas s'il est visible chez vous. Allô? Pas encore peut-être. On va attendre du coup. Peut-être que ça… Ah, c'est bon, on le voit. Vas-y. Très bien, d'accord. OK. Donc, nous avons les principaux atouts qu'un CPO doit avoir, c'est notamment s'améliorer en leadership, avoir un strategic thinking qui va lui permettre de vraiment s'intégrer dans la stratégie globale de l'entreprise, cascader cette stratégie d'entreprise dans la feuille de route qu'il doit préparer avec ses équipes. Il doit vraiment orchestrer toutes les actions, le plan d'action, la feuille de route qui va lui permettre de s'assurer que ce qu'il va livrer, il est bien intégré dans la stratégie d'entreprise, dans la stratégie globale de ce que sa fonction lui permet de faire. Donc, si on parlait bien de l'agilité, donc le CPO doit monter en agilité, en adaptabilité, en flexibilité pour pouvoir intégrer toutes les données et toutes les transformations qui sont devenues très importantes et qui, dans la durée de vie, elle est très minime. Donc, un développement continu, une formation continue pour pouvoir monter dans sa fonction. Sans tarder, donc les technical skills sont de base très importantes, mais il doit monter aussi en soft skills en permettant d'avoir une visibilité sur les choses qui sont basiques, mais également monter en soft skills, travailler en étroite collaboration avec les différents départements, travailler avec les différents donneurs d'ordre également, benchmarker, permettre aussi de s'intégrer dans la réflexion nationale, dans la réflexion régionale pour permettre de développer mieux son écosystème.
Le travail, beaucoup de learning se fait en job, mais aussi il y a un learning qui se fait dans le mentorat, dans le coaching qu'il fait lui-même avec ses peers, avec ses autres membres de LT par exemple, et aussi lui, il peut être un mentor, un coach par rapport aux autres équipes pour monter, pour vraiment fructifier la pépinière qui peut être des CPO de demain. Sans parler aussi des différents trainings qui peuvent être formels, que ce soit en présentiel, que ce soit devant certaines plateformes. Donc, le CPO, c'est quelqu'un qui est en transformation continue pour épouser les changements qui se font sur le plan national, sur le plan international, et vraiment essayer d'avoir une mission qui est noble, qui s'intègre dans le développement territorial. Donc, le mot procure to propose, c'est un mot très clé dans notre réflexion pour pouvoir permettre à toute la collectivité, à toutes les parties prenantes de mieux maîtriser ce que peut faire un CPO de demain. Donc, pour ce faire, pour tout ça, donc on l'a intégré dans ce qu'on appelle le projet phare que nous pouvons présenter au niveau de notre pilier, et c'est ce qu'on appelle le New Generation Skills Matrix of Procurement, ce qui va permettre aussi de monter en leadership, en agilité et en chaîne de valeur pour mieux appréhender le CPO de demain. Et je donne la parole à Zakaria qui peut nous illustrer beaucoup mieux ça aussi. Absolument. Merci, Amel, pour ta présentation. Donc, comme je l'ai cité tout à l'heure, Monsieur Zakaria Erbili, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on vous entend? Oui, tout à fait. Je suis depuis tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt les interventions et j'apprends. L'alerte Cassidy. Donc, tu peux laisser Amel le slide si tu es d'accord? Bien sûr, bien entendu. Celui-là que je vais inviter, pareil, je remercie solennellement M. Zakaria Erbili de nous tracer la voie, de nous enrichir, de nous inspirer. Pareil, investi spontanément dans cette contribution depuis le début et qui nous soutient, aussi bien techniquement qu'en termes de leadership, avec des idées très intéressantes que j'invite donc à nous présenter. Sidi Erbili, à vous la parole. Merci beaucoup, Lala Meriem. Et bien entendu, je ne m'empêcherai pas d'exprimer mes amitiés et mes honneurs de m'avoir invité à cet événement et de pouvoir participer avec vous et d'y contribuer modestement le plus qu'on peut. Alors, peut-être des gens qui ne connaissent pas la GEF, donc je vais dire deux choses peut-être qui reflètent la GEF aujourd'hui. D'abord, c'est une association qui a 49 ans d'âge. Début de l'année prochaine, elle fera 50 ans d'âge, donc on fêtera le Golden Birthday, on va dire, de l'association. Et la deuxième, c'est que depuis décembre dernier, nous sommes l'une des rares associations qui, dans le bureau, il y a une parité parfaite, 50% de femmes et 50% d'hommes statutaires et légalement par les statuts. Donc, on ne peut pas faire autrement que la diversité homme-femme. Ça s'applaudit, Sirbi, et ça s'applaudit. Merci beaucoup, Lala Meriem. Deuxième chose, pour avoir eu le plaisir de participer à cette commission qui a traité le sujet sur le talent et le leadership. Donc, on part généralement de ce qui fait, je veux dire, l'attractivité donc dans une organisation et de ce qu'on appelle communément dans le jargon RH l'employé value proposal ou la proposition de valeur pour l'employé et qui est généralement autour de 4 axes. Le premier, c'est la vision, l'ambition, la stratégie de l'entreprise qui fait rêver les gens. Deuxièmement, c'est les conditions de travail en workflex, en well-being, en happiness. La troisième, c'est la compétitivité de rémunération et des avantages. Et la quatrième, néanmoins, c'est toute la gestion de talents, des opportunités de développement et de carrière. Et donc, nous, on a zoomé sur cette
quatrième et dernière proposition de valeur qui s'avère pertinente pour toutes les fonctions, mais surtout pour la fonction procurement. Comment donc attirer, développer, retenir les meilleurs talents dans la fonction RH. Pour ce faire, et comme l'a dit Lalla Amal, on s'est concentré sur 3 volets. Le premier, c'est ce qui fait la gestion de talent, et vous le savez tous, je ne vous apprends rien, sauf que je vais préciser quelques concepts que je peux partager avec vous. Le premier bloc, il y a 3 blocs de gestion de talent et de leadership. Attention, allô? Il y a de l'interférence. Exactement, c'est bon, Voilà. je crois que c'est réglé. Allez-y. Exact. Donc, on a adressé 3 blocs. Le premier grand bloc, le plus important, c'est ce qu'on appelle les competencies de leadership ou les agilités. Et donc là, c'est très important à ce que la fonction procurement, comme les autres fonctions, puisse adresser les compétences de leadership ou les agilités avec les derniers, on va dire, les plus modernes et référentiels possibles. Mais sans oublier qu'il y a une dose et une couche de culture marocaine qu'il va falloir ajouter, même si on importe des référentiels ou des modèles universels, notamment pour les multinationales qui sont présentes au Maroc. Le copy-paste tout court ne suffit pas. Il faut copier intelligemment, il faut ajouter une couche culturelle pour adapter les agilités et les expériences et les compétences leadership à la sauce marocaine. Et ça, c'est très important. On pourra faire des workshops justement pour monter un agility, donc referential ou skills matrix, pour la fonction procurement en s'inspirant des expériences des uns et des autres et en l'adaptant à la culture marocaine. Deuxième bloc, c'est celui des skills ou ce qu'on appelle les référentiels métiers et les techniques métiers, purement procurement et achat. Et ça, je vais faire un petit flashback historique. Pour les gens qui travaillent depuis beaucoup de temps sur ces matrices-là, ils savent très bien qu'on les a beaucoup utilisées début des années 90 et on les a laissés tomber fin des années 90 et toute la première décennie des années 2000 pour nous concentrer uniquement sur les leadership competencies, ou ce qu'on appelle par jargon commun soft skills, et on a laissé tomber les technical skills. Là, il y a une vague de renouveau des technical skills qui revient et qui vient avec beaucoup d'exigences, notamment pour les fonctions avec une forte dose technique, et le procurement en fait partie, pour dire que dans nos organisations, il n'y a pas que les hauts potentiels qui peuvent faire des carrières verticales, il y a aussi des experts qui maîtrisent le métier, qui sont très pointus, très techniques dans leur domaine, et notamment pour la fonction achat, c'est le cas. Il n'y a pas que les hauts potentiels, il y a aussi les experts et les professionnels, et il va falloir repérer ces experts et leur donner le mérite qu'ils se doivent en matière de développement, en matière de rémunération pour pouvoir les garder, les retenir dans les organisations. Et donc, c'est le plus qu'on peut faire pour des métiers d'expertise, notamment dans le procurement, en instaurant ces nouvelles matrices de référentiels techniques, ou ce qu'on appelle les New Generation Skills Matrix, qui purement liste les compétences techniques du métier du procurement et arrive à distinguer les domaines d'expertise et à les valoriser auprès des personnes qui ont cette expertise-là pour qu'on ne les perde pas et qu'on leur donne le mérite qu'elles se doivent dans les organisations. Troisième bloc, et ça a été dit, et ça me fait plaisir que plusieurs intervenants avant moi l'ont signalé, c'est le bloc des valeurs et de l'éthique. On ne peut pas imaginer le développement de compétences et de talents, notamment dans le procurement, qui est une fonction sensible. En plus des leadership competencies, en plus des technical skills, il y a tout le volet valeurs, code d'éthique, achat responsable, etc. Ça a été dit et ça doit se répéter et on doit l'intégrer dans la composition du profil de talent au niveau du procurement et dans les programmes de développement et de formation de cette population-là. Comment inculquer savamment et d'une manière permanente
les valeurs d'éthique, les valeurs de conduite des affaires en matière de cadeaux d'entreprise, de conflits d'intérêts, de corruption, de discrimination, de compétitivité loyale et tous ces principes de valeurs que vous connaissez dans le cursus normal de développement du talent, en plus des nouvelles notions d'acheter intelligemment, localement et d'acheter d'une manière responsable. Donc voilà sur quoi on va travailler avec des workshops, c'est la proposition qu'on fait pour qu'on sorte avec des inputs et des livrables concrets d'un référentiel commun en matière d'agilité et de leadership competencies et d'une autre matrice des technical skills purement procurement. Et je me ferai un plaisir d'y participer avec les directeurs procurement et de partager leur expérience. Merci Sidi Zakaria pour votre résumé et de ceci, comme c'est difficile de résumer des idées aussi intéressantes, on a envie effectivement de continuer à comprendre et travailler dessus, d'où l'idée de faire ces workshops pour apporter des propositions concrètes telles que la CSMD l'a demandé, et surtout qu'ils soient inspirés de notre contexte. Effectivement, quand je vous ai invité à réfléchir à cette problématique, j'avais la chance que vous ayez vécu, en tout cas interagi avec différentes cultures dans le monde, pour avoir dirigé des équipes différents du monde, et en même temps d'avoir cet ancrage marocain. Et on voulait que la référence qu'on veut créer soit ouverte vers le monde et en même temps enracinée au Maroc et dans le continent. Donc, dans la continuité de ce que vous avez dit, donc merci encore Sidi Zakaria. Je vais de ce pas vous proposer de conclure. Donc, dans le cadre d'une récap de ce qui a été dit et présenté à ce stade. Alors, je voulais juste vérifier ce qu'on voit à l'écran. Est-ce qu'on est bien dans la conclusion? Est-ce que vous voyez bien la conclusion? Pas encore, Madame Venise. Il n'y a pas d'écran, Marie. Il n'y a pas encore d'écran. Alors, je vais attendre 3 secondes, sinon je refais l'opération. Effectivement, c'était tout un exercice de présenter un concentré de la réflexion qui a demandé pourtant plusieurs workshops avec différents intervenants du secteur public et du secteur privé, je dois le mentionner. Donc, pas seulement le secteur privé. Est-ce que on le voit? C'est bon. Très bien. Donc, effectivement, donc, en conclusion, à ce stade, en termes de recommandations macro et des grandes orientations telles que demandées par la CSMD, notre idée, c'est que les achats doivent et peuvent jouer un outil de développement et de résilience pour le Maroc quand ils sont orientés vers le développement de l'écosystème économique local à travers un process digital et transparent conduit par un CPO aux compétences de référence. Donc, pour le résumer, le Procure with Purpose, tel que ça a été cité, ce qui est une notion relativement récente. Et pour récapituler, les 3 axes que nous avons abordés. Dans l'axe du rôle de la fonction achat dans l'économie et des impacts positifs, nous proposons à ce stade une charte qu'on appellerait le Smart réenracinement du panel fournisseur dans le tissu économique local en mode double sourcing et la création de filières de manière collective, intégrant la participation de l'État, selon les capacités productives existantes et potentielles. Alors, je dois vous signaler que ça, c'est le fruit de réflexions avec aussi bien l'équipe que les référents métiers, notamment un think tank qui est positionné numéro 1 donc en France et qui fait même des propositions à des gouvernements. Donc, c'est un travail collégial. Je m'explique. C'est quoi la notion de double sourcing? C'est-à-dire garder effectivement une ouverture vers les sources d'approvisionnement étrangères quand elles sont compétitives et en parallèle développer, même quand il n'y en a pas,
un sourcing local en accompagnant le tissu local vers un transfert de technologie, de savoir-faire pour qu'il puisse le faire. Et on s'est inspiré du concept de forêt productive de ce think tank qui explique que c'est toujours plus facile de se baser sur des forces existantes en nous que d'essayer d'apprendre d'acquérir de nouvelles forces. Donc l'idée, c'est d'utiliser les forces de notre tissu économique et industriel et de proposer en fait qu'ils puissent utiliser ou on va dire produire des produits qui représentent un besoin d'abord local et qui nous permettent d'avoir une indépendance, voire s'exporter vers l'étranger. Donc c'est de s'inspirer et de focaliser d'abord sur le tissu local qui a un savoir-faire et une technologie existante et l'aider à progresser de manière horizontale vers d'autres applications, comme le cas d'une société de peinture qui va commencer à produire, le cas d'une société d'aéronautique qui va contribuer pour sortir un produit d'un dispositif de santé. Alors le deuxième axe, c'est une charte de process achat innovant, digital et transparent, parce qu'on a discuté avec des représentants du secteur public qui nous ont dit, finalement, c'est une question de vulgarisation de cette notion. On peut nous aussi, en tant que secteur public, digitaliser notre process. On peut nous aussi innover. Il faut juste qu'on soit informé de la bonne approche de le faire. D'où cette notion de charte de process achat innovant et digital. Et en conclusion, le dernier et pas des moindres, c'est ce que disait à l'instant M. Rebi'i, pour rester en cohérence avec ce fil conducteur. C'est un référentiel de compétences du CPO, parle bien du dirigeant achat à périmètre continental de demain, animé d'un leadership empreint de la culture locale et continentale, parce que, comme il disait, les skills peuvent être universelles, pour reprendre sa recommandation. Par contre, les compétences peuvent être nuancées par rapport à notre continent et nos pratiques locales. Voilà, donc de ce pas, je vais interpeller Sifikret en espérant qu'il m'entend. Allô? Oui, je vous entends, madame. Je vous suis. Voilà. Je vous entends. Toujours dans cette... voilà, Sidi. J'ai essayé de gérer au mieux le temps pour qu'on clôture à 19h30 comme prévu. Donc, je vous laisse la parole pour la clôture. Merci beaucoup. En tout cas, tout d'abord, un grand merci pour le timekeeping. Donc, ça va me donner une certaine marge de manœuvre pour peut-être déborder sur 19h30 de quelques minutes. En tout cas, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à écouter tous les panélistes. Bien sûr, vous-même, et puis Madame Khourache, Madame Mounia Khourache, si Mohamed Ben Rouda, si Younes Tagri, si Madame Amafiani, et puis si Zakaria Rabi'i. J'ai mal peut-être prononcé le nom de Madame Khourache, c'est ça, Madame Mounia Khourache, c'est bien ça. Bien ça le nom que j'avais prononcé. En tout cas, merci aussi, qui est inspirant, puisque vous vous basez sur 3 piliers. Que vous venez de mentionner. Moi, j'en fais une lecture peut-être qui peut paraître simple, mais qui est pour moi très importante. Je vois dans vos 3 axes 3 grandes valeurs qui ressortent. C'est pas les... Allô, Monsieur Fikret, il y a quelques petits soucis de connexion. On vous entend pas très bien. La valeur de leadership qui est recherchée à travers le référentiel pour l'état talent qui a été développé. Il y a la valeur de transparence. Oui, madame. Vous m'entendez pas? C'est bien, c'est mieux maintenant. Tout à l'heure, vous c'était un peu m'entendez, madame? haché. Il y a une difficulté? Là c'est mieux. Parce qu'on voulait écouter chaque mot de votre part. On ne voulait rien rater de ce que vous allez dire. Vous m'entendez maintenant, n'est-ce pas?
Ça va? Oui, il me semble que la connexion s'est soulagée. Ah oui, il y avait peut-être un petit problème de connexion, donc j'ai dû être déconnecté momentanément ou instantanément, si vous voulez. Donc, je parlais des trois valeurs. Il y a la valeur du leadership qui se dégage dans la partie talent, avec le référentiel que vous aviez mentionné, et qui est extrêmement importante chez les CPO. Il y a aussi la valeur de transparence qui peut être aussi renforcée, consolidée par ce que vous appelez l'open innovation, la création de valeur. Et puis, pour le troisième pilier, ce que je vois, même si ça n'apparaît pas en direct, c'est un peu l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui serait porté par les CPO, dans le sens où ils vont rechercher un impact positif sur le tissu économique national et continental. Vous m'entendez? Oui, oui, on entend très bien. Très bien. J'ai Parfait. essayé de mettre entre-temps le slide. Est-ce que vous le voyez toujours? Est-ce que vous le voyez Oui, maintenant? je le vois toujours, donc je l'ai bien suivi. Donc je vois les trois belles couleurs, le bleu, le rouge et le vert. Donc c'est très très bien. Alors je parlais leadership, transparence et entrepreneuriat. En tout cas, c'est une très bonne approche, une bonne grille de lecture. Et je pense que sa mise en œuvre va améliorer énormément la situation que nous avons. Mais j'ai peut-être un plaidoyer à faire auprès de votre association. Je ne sais pas, est-ce que les CPO de la commande publique sont avec vous ou non, comme membres. Si ce n'est pas le cas, ça serait bien de les attirer, d'utiliser votre leadership et les attirer dans votre association. Parce que comme vous le savez, il y a les 240 milliards de dirhams qui ont été mentionnés tout à l'heure comme achats sous forme d'importation, mais il y a aussi les 90 ou 100 milliards de dirhams que l'État, avec toutes ses composantes, achète annuellement. Et les deux présentent un gisement immense pour aider à l'émergence et au développement d'un tissu productif national. Et je pense que si vous arrivez à inculquer ou diffuser cette culture d'impact positif sur l'économie nationale et continentale, vous ferez beaucoup de bien à l'économie et au développement de notre propre pays. Parce que dans la commande publique, il y a certainement énormément de potentialités, de possibilités de développer l'industrie marocaine, de développer l'offre de services des prestataires nationaux. Et vous êtes sur des postes très, très stratégiques, névralgiques, pour influencer la politique d'achat de vos organisations, de vos entreprises, que ce soit les entreprises privées ou j'espère aussi si vous intégrez vos collègues de la fonction publique, les entreprises et les établissements publics. Je pense que c'est un chantier qui est extrêmement important et on trouve ici et là des voix qui veulent qu'il y ait des lois pour obliger les acheteurs publics à respecter ce qu'on appelle la préférence nationale, mais les lois ne sont pas suffisantes. Elles sont peut-être nécessaires, mais elles ne sont pas du tout suffisantes. Et tout se fait dans le mindset des CPO, dans la manière avec laquelle ils conçoivent leur politique achat, leur processus de consultation et d'achat. Et là, vous avez un rôle primordial à jouer. Alors, je vais quand même prêcher pour ma mosquée, qui est Cozumar. Il y a l'un des collègues, je pense c'est Mohamed Saad, ou là c'est le président d'Yalozim, qui a dit qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui fait l'innovation au Maroc. C'est ce que j'ai compris, du moins. Cette entreprise, je l'aime aussi parce que j'ai passé un quart de siècle dans cette entreprise, mais l'entreprise que j'ai l'honneur d'animer maintenant, qui est Cozumar, a fait aussi quelques initiatives dans l'innovation. Je citerai juste une seule qui a eu la consécration par la FAO
sur la digitalisation du monde agricole ou de l'amont agricole. Et je sais qu'il y a plusieurs acteurs marocains, plusieurs entreprises qui ont développé de belles initiatives dans l'innovation. Et l'innovation, je suis d'accord avec vous, elle est extrêmement importante, l'innovation dans le processus de fonctionner dans la production, dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et c'est un mindset qu'il faut avoir. Et j'ai aimé la formulation qui a été rappelée, je pense. Les entreprises qui vont survivre, ce sont celles qui sauront désapprendre pour réapprendre. Et c'est un processus qui est continu et que nous devons avoir à l'esprit pour rechercher en permanence l'excellence et la compétitivité. Et dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, le processus de procurement ou de l'achat est un excellent levier de compétitivité et même de diffusion et d'introduction de l'innovation dans les entreprises et dans les organisations. Alors, encore une fois, un grand merci de la commission, donc au nom de notre président Shakib Ben Moussa, de tous les membres qui la composent. Merci beaucoup pour ce bel exercice que vous faites. Et je sais que dans votre Golden Book, nous allons trouver beaucoup de pépites d'or sous forme d'idées et d'orientation. Et on va les attendre avec impatience comme une contribution sympathique et intéressante. Et encore une fois, bravo. J'allais dire congratulations parce que je vois que vous avez importé beaucoup d'anglais et ça fait plaisir. C'est sympathique dans la manière avec laquelle vous approchez vos fonctions et vos responsabilités. Et mes sincères salutations à toutes les participantes et les participants et à tous les amis. Je ne peux pas les citer tous qui ont contribué et qui ont aussi contribué par leur temps. Et merci pour votre patience. Donc, j'ai pris juste 5 minutes de plus. Merci beaucoup. Hein. Merci, madame. Merci. Barakallahu fik, si Fikrat. Donc, au nom de tous les membres de cette belle initiative du Golden Book, comme vous l'avez dit, aussi bien les différents CPO aux responsabilités ô combien importantes, responsabilités en milliards de dirhams, mais en même temps responsabilité dans l'impact économique et social dans notre tissu. Je vous remercie très vivement de nous avoir écoutés. Donc, be ready to be heard, c'est ce qu'on a dit. Merci de bout en bout. Merci à chacun d'avoir contribué, d'avoir été présent. Merci aux présidents d'associations qui nous ont inspirés, qui nous ont donné l'exemple, qui nous ont hissé vers le haut et enrichi notre contribution. Et effectivement, ce n'est que l'introduction. Comme déjà annoncé, nous avons différents workshops qui sont prévus, Inch'Allah, en septembre et en octobre, et une note de synthèse écrite qui va vous être soumise, structurée, mûrie, et puis une conférence, Inch'Allah, à la rentrée en novembre pour présenter des choses encore plus structurées et concrètes, comme vous l'avez demandé, en cohérence avec les 3 valeurs que vous avez citées. Donc, parce que tout commence par les valeurs, n'est-ce pas, c'est Fikrat. Pour un Maroc du futur, auquel on aura contribué et on aura mis notre empreinte, avec du bien-être, de la compétitivité et de la transparence. Voilà, je voulais juste réagir par rapport au secteur public. Nous avons parmi nous des représentants du secteur public et nous allons inviter d'autres encore. Donc, nous sommes dans le process d'intégrer au fur et à mesure pour une contagion, cette fois positive, Inch'Allah, à cette occasion. Donc, merci pour votre grande mobilisation, chacun de vous. J'ai essayé de gérer au mieux pour vous libérer. Si vous avez des questions-réponses, il y a le mail pour nous les envoyer. Et nous allons libérer les talents, les grands talents qui sont avec nous
aux grandes responsabilités en les remerciant pour leur contribution, leur bienveillance. Et je vous dis à très très vite. Merci à vous. Très très bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Benis. Et vous méritez les applaudissements parce que vous avez très bien géré le. À distance. À Bah, distance. qu'on l'applaudisse, qu'on l'applaudisse, qu'on l'applaudisse, voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci À bientôt. vous. À Très bientôt. bientôt. Merci, c'est Zakaria Rbei, c'est Tarjis, et puis tous les amis, Madame Benis. Merci. Très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci Inch'Allah. beaucoup. Merci, Au revoir, à bientôt. Ahmed. Merci. Tout le monde. Au revoir les participants. Merci Au encore. revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, Au tout revoir. le monde. Merci. Au revoir. Encore. Merci. Merci de votre temps, merci de votre écoute. Donc, je reste jusqu'à la fin par courtoisie. Donc, on est très, très ravis de vous avoir eu parmi nous. Et stay tuned, comme on dit, pour les prochains rendez-vous. Passez d'ici là un très bel été. Portez-vous au mieux. Beaucoup de bonne santé à vous et à votre famille. C'est l'essentiel en ce moment, Inch'Allah, avec un futur meilleur. Voilà, je vous laisse Merci beaucoup, Madame Benis. et je reste à votre disposition. Donc, s'il y a des éclairages ou des sollicitations d'une manière ou d'une autre, en tout cas, alf marhaba bikum. Merci bien, Madame Benis, pour cette animation intéressante et sujet intéressant. Merci. De ma part, c'est Madame Naoui Fatiha. De ma part, ça me donne énormément d'idées intéressantes pour des projets de recherche dans le domaine, étant donné que je travaille sur la thématique. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous ai écouté sur cet échange extrêmement important et intéressant. Merci à vous. Merci à vous toutes. À très vite. Merci.